J'invite le premier intervenant, il s'agit d'Étienne Lipoui, docteur Étienne Lipoui de l'OMS, qui va nous présenter les avantages de la prévention combinée. Docteur Étienne, à vous la parole. Bon après-midi. On va partager ensemble quelques informations sur la prévention combinée. Ok, merci. Bon, voilà le plan de présentation. Comme on a cessé de le dire depuis le matin, nous tous, nous regardons le rendez-vous de 2030. Et si nous voulons réduire les nouvelles infections d'ici 2030, si nous voulons atteindre cet objectif-là d'élimination à l'horizon 2030, nous avons besoin d'avoir des approches et combiner un certain nombre d'interventions pour pouvoir optimiser la prévention du VIH. Et comme vous le savez, j'espère que vous avez eu le temps de lire la stratégie VIH du secteur de la santé de l'OMS de 2022-2030. Dans cette stratégie, on vise d'atteindre 330 500 nouvelles infections l'an. Aujourd'hui, on est autour de 1 500 000 nouvelles infections. On veut réduire également le nombre de décès annuels. Dès que ça passe de 680 à moins de 240. Alors, pour cela, on a besoin de bonnes stratégies de prévention. Et c'est comme ça qu'on va parler de la prévention combinée. Cette prévention combinée est définie par l'OMS comme étant un ensemble de programmes fondés sur les droits, les données probantes, la communauté qui promeuvent une combinaison d'interventions biomédicales, comportementales, structurelles, conçues pour répondre aux besoins de prévention des personnes. Et donc, ce n'est pas seulement une simple combinaison, mais c'est une combinaison qui est taillée sur chaque pays, qui est taillée sur chaque population. Et l'objectif de cette combinaison, c'est de réduire le nombre de nouvelles infections. Et ces programmes doivent également concentrer les ressources pour pouvoir combiner ces activités là où il le faut. Les communautés affectées doivent être pleinement impliquées, et ça c'est important, parce qu'il ne suffit pas de choisir de bonnes interventions, il faudrait que ces interventions-là soient acceptées, il faudrait que ces interventions-là, et que les gens adhèrent à ces interventions, et que ça ait une couverture suffisamment importante que pour pouvoir impacter sur la prévention du VIH. Alors, quelles sont les principales caractéristiques de la prévention combinée? On dit qu'elles sont soigneusement adaptées aux conditions de besoins locaux. Elles sont prévues pour fonctionner de manière synergique et cohérente. Et il faudrait faire une priorisation pour cela, des interventions de manière stratégique. Alors, en résumé, voilà les principales interventions. Ce n'est pas tout, mais les principales. Nous avons les volets comportemental, biomédical et structurel. Et parmi les interventions biomédicales, nous avons la sécurité transfusionnelle, le traitement, nous avons les IST, la PrEP, les préservatifs, vous avez la distribution des seringues, les dépistages, etc. Et nous avons un volet structurel, et ça c'est pour lever les barrières légales, financières, la stigmatisation, la lutte contre la violence
Et du côté comportemental, nous avons l'éducation sexuelle, nous avons le marketing, les conseils d'adhérence. Et ce volet comportemental ici, ça permet également d'élever les obstacles pour la mise en œuvre des autres interventions. Est-ce qu'on peut... Ça n'obéit pas. Est-ce que quelqu'un peut... Ah. Oui, peut aider. Alors, dans la combinaison, dans la prévention combinée, il y a un élément important dont on a parlé depuis le matin, c'est le ciblage des interventions. En fait, la combinaison qui sera faite à RDC, la combinaison qui sera faite dans une province n'est pas exactement la même que celle qui s'est faite ailleurs. Et ici, on vous donne, par exemple, l'exemple de nouvelles infections. Quelles sont les populations qui fournissent le plus de nouvelles infections? Vous regardez, ça c'est l'Afrique subsaharienne, et là, c'est le reste du monde. Vous voyez que la majorité des nouvelles infections ici, ça vient de HSH, alors qu'en Afrique subsaharienne, la majorité, ça provient du reste de la population. Et puis, vous avez les autres populations là-bas, etc., tout ça. Mais, malgré ça, quand vous entrez à l'intérieur, vous verrez que le risque est plus élevé. Et donc, les données nous fournissent des informations telles que il y a 35 fois plus de risques de s'infecter du VIH chez les personnes adultes qui s'injectent la drogue que les mêmes personnes adultes qui ne s'injectent pas la drogue. Il y a 30 fois plus de risques des femmes professionnelles de sexe à contracter le VIH que les mêmes femmes du même âge qui ne sont pas professionnelles de sexe. Et vous avez ici 28 fois plus de risques de faire, de contracter le VIH chez les SH que chez les hommes du même, de la même catégorie d'âge, et chez les femmes transgenres, c'est 14 fois. Donc vous voyez, déjà à partir d'ici, donc si on doit faire un ciblage, il y a un choix à faire. On ne va pas faire la prévention partout, mais on va aller là où les risques est plus important. Alors, quelles sont les interventions biomédicales? Je ne vais pas passer en revue toutes les interventions, je vais en citer quelques-unes. Ici, nous avons les préservatifs. Vous savez, il y a quelques années, nous n'avions pas beaucoup d'interventions biomédicales, mais les préservatifs, c'est l'une des interventions que nous avions depuis assez longtemps. Et voyez que, si nous pouvons nous imaginer tous, depuis quelques années, si on avait continué ou commencé à mener la lutte sans préservatif, on peut tous s'imaginer où est-ce qu'on serait aujourd'hui. Vous voyez les simulations qui sont faites, et ça serait la situation des nouvelles infections. Si on n'avait pas de préservatif, voilà là on serait. Et grâce au préservatif, vous voyez comment les nouvelles infections sont en train de diminuer. Et à l'avenir, vous avez la situation, la couverture de 2019, si ça continue, pour toutes les interventions. Maintenant, ici, si on passe à l'échelle, les autres interventions, et là, c'est si on met en œuvre les interventions telles que c'est prévu dans le plan de l'ONU-SIDA. Alors, pour ce qui est du dépistage, le dépistage, c'est la porte d'entrée. Et le dépistage doit suivre le même ciblage que ce que nous avons montré, parce qu'on doit aller là où il y a plus de risques de transmettre le VIH. Là, on peut trouver aussi les personnes vivant avec le VIH. Et là où il y a plus de risques, même si les personnes ne sont pas très à risque, enfin ne sont pas infectées, il y a un paquet qui est bien taillé
à la mesure de chaque population, un paquet de prévention qu'il faudrait offrir à ces populations-là. En RDC, nous avons un algorithme à 3 tests, comme ça a été présenté, ce qui nous sert de diagnostic, mais nous avons aussi les autotests qui sont utilisés, mais pour les enfants de moins de 18 mois, c'est le test acide nucléique qui est appliqué. Alors, la deuxième intervention, la plus importante, c'est le traitement. Le traitement comme prévention réduirait jusqu'à 96% la transmission du VIH. Donc, c'est une intervention très importante. Et on estime que si la charge virale est en dessous de 200 copies, il n'y a pas de transmission du VIH aux partenaires. Et donc, cette suppression-là, on la veut durable, et donc qu'elle soit supprimée à intervalle de 6 mois. Et si la population dans laquelle nous sommes, on arrive à avoir toutes les personnes vivant avec le VIH avec une charge virale supprimée, du moins 85,7% d'entre elles, s'ils ont une charge virale supprimée, donc nous serons contents de pouvoir réduire de façon significative la transmission du VIH. Alors, l'une des interventions prioritaires, c'est la prophylaxie pré-exposition. Patrick, depuis le matin, nous a parlé de cette prophylaxie, nous a parlé des nouvelles directives, des directives même de prophylaxie pré-exposition différenciées et les différentes approches et les autres produits qui ont été trouvés. Alors, cette prophylaxie, elle est souvent recommandée pour les populations où le risque de transmission du VIH est très élevé. Et le risque de transmission est très élevé quand on a au moins 3 nouvelles infections pour 100 personnes année. Donc, si on a une telle incidence, on considère que c'est très élevé. Et cette incidence se retrouve parmi les groupes de population que nous avons cités, les hommes ayant des rapports avec des hommes, les transgenres, les personnes qui utilisent ou qui consomment les drogues injectables et les professionnels de sexe. Et le ciblage ne va pas se limiter seulement à ces populations, il doit se limiter aussi à certaines zones géographiques où le risque est très élevé. Il doit se limiter, mais en plus de ça, il faudrait aussi considérer, en dehors de certains groupes, les risques personnels pour des personnes qui se sentent vraiment à risque et qui en font la demande, il faut en tenir compte. On a parlé aussi des femmes enceintes qui sont à risque et des couples discordants. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est pas seulement l'intervention à elle seule qui va réduire la transmission, mais il y a aussi l'adhérence. L'adhérence est un élément, est un facteur important de réussite de cette intervention. Mais en plus de l'adhérence, il y a la couverture elle-même de cette intervention. Donc si la couverture est faible, donc il n'y aura pas un impact. Pour qu'il y ait l'impact, il faudrait que l'adhérence soit bonne, c'est-à-dire que les personnes qui sont sous prophylaxie pré-exposition, qu'ils la prennent de manière correcte et continue. Mais il faudrait aussi que le maximum de personnes qui sont à risque utilisent aussi cette prophylaxie pour qu'on ait un impact suffisant sur la transmission de... Alors, parce qu'on parle de la couverture, vous voyez les nombres, l'augmentation des nombres de personnes qui sont sous prophylaxie. Et en Afrique, ce qui est en vert, vous voyez qu'il y a quand même une augmentation assez importante ces dernières années. Mais malgré ça, cette augmentation, nous sommes encore à un niveau faible par rapport à ce qui est désiré. Et pour pouvoir améliorer l'adhérence, il y a par exemple l'utilisation des cabotegravir. Je ne vais plus entrer en détail sur ça parce que Patrick est revenu sur ça.
il y a effectivement l'amélioration de l'adhérence quand on utilise cabotegravir, mais malheureusement, il y a ce problème-là de coût, et on estime que si on peut arriver à un coût de $19 par personne, on pourrait avoir des interventions coût efficaces. Mais à ce jour, ce n'est pas encore le cas. Et cette intervention bien menée, elle permet de réduire les nouvelles infections jusqu'à presque 80%. Donc c'est une intervention assez efficace. Deuxième groupe d'intervention, c'est la réduction des effets nocifs de la drogue injectable. Ça, ce sont les interventions, enfin, une intervention qui est apportée aux personnes qui s'injectent la drogue. Et parmi les éléments de ce paquet, nous avons la distribution des aiguilles, les traitements de substitution aux opiacés, et il y a la prévention, la vaccination. Il y a donc toute cette gamme d'activités. La circoncision maligne et masculine, bon, en RDC, la prévalence de la circoncision masculine est assez élevée, donc ce n'est pas une intervention très pertinente ici, mais dans les autres pays où la prévalence du VIH est assez élevée et où la prévalence de la circoncision est assez faible, on ne saurait pas, c'est une intervention assez pertinente. Donc nous avons les interventions comportementales, comme on l'a dit, ce sont ces interventions qui permettent d'utiliser aussi les autres interventions et à lever les barrières. Les interventions structurelles, elles sont là, on en a parlé. Alors, pour terminer, je vais dire que le choix des interventions qui est basé sur l'efficacité à réduire la transmission du VIH et des risques de chaque groupe de population. Et toutes ces interventions qui ont été proposées là-bas, elles ont été expérimentées. On sait à quel niveau chaque intervention peut réduire la transmission du VIH. Et la prévention combinée, elle permet d'améliorer l'efficacité de la prévention parce qu'on combine de manière judicieuse les interventions pour pouvoir couvrir toutes les populations à risque et pour pouvoir offrir à chacun la possibilité de pouvoir prévenir l'infection à VIH. Elles sont coût efficaces parce qu'on ne va pas utiliser n'importe quelle intervention chez n'importe quelle population. Et donc, on va, par exemple, la PrEP, on ne va pas l'offrir à la population générale, on va l'offrir à la population qui a une incidence assez élevée du VIH. Elle est modulable, donc on peut remodeler cette combinaison en fonction de la dynamique de l'épidémie et les données donc sont très importantes dans la prévention combinée. Et une bonne adhérence, une bonne couverture des interventions sont nécessaires dans la prévention de la transmission du VIH. En conclusion, le monde s'est fixé les objectifs ambitieux d'élimination et aucune intervention à elle seule ne peut pas permettre de réduire l'incidence de manière significative. Donc, il est nécessaire de pouvoir assurer cette combinaison d'interventions de manière personnalisée à chaque pays. Et le traitement comme prévention est l'une des interventions les plus importantes pour la prévention combinée. Comme je l'ai dit, le ciblage des interventions et l'adhérence et une bonne couverture sont nécessaires pour la prévention combinée. Donc la prévention combinée est co-efficace et une bonne synergie, un bon ciblage sont nécessaires. Je vous remercie.